Donc, il m'a été demandé, moi, d'intervenir sur les mesures sociales. Donc, dans les mesures sociales, moi, j'y ai mis l'activité partielle, les arrêts de travail dérogatoires, les aides des travailleurs indépendants et le report des charges sociales. Donc, j'ai essayé de tourner ça vraiment au niveau des TNS, au niveau des travailleurs non salariés. Toutefois, j'ai quand même inclus, pour ceux qui ont des salariés, les dispositifs concernant vos salariés. Donc, dans un premier temps, on va avoir l'activité partielle. Donc, l'activité partielle, en fait, le chômage, ce qu'on appelle le chômage technique ou le chômage partiel, bon, ça a changé de nom. On est sur vraiment l'activité partielle. Ça a été renforcé par ordonnance et par décret au dispositif d'activité partielle, notamment pour faire face à la crise sanitaire actuelle, au Covid-19. Donc, toutes les règles que je vais vous présenter là sont des règles actuelles qui s'appliquent actuellement depuis le 12 mars 2020, sauf pour certaines d'entre elles. Donc, l'idée, c'est que le champ des bénéficiaires a été étendu. On a une amélioration de la prise en charge par l'État du dispositif, c'est-à-dire du remboursement par l'employeur, et on a une réduction du délai de traitement des dossiers, enfin, normalement. Ensuite, on a une meilleure articulation avec les périodes de formation. Donc, pour ce qui est du champ des bénéficiaires étendu, donc c'est étendu aux salariés, intermittents du spectacle, assistantes maternelles pour ceux qui ont recours aux assistantes maternelles, salariés à domicile pour ceux qui ont par exemple une femme de ménage et aux salariés au forfait. Donc là, pas de souci particulier. Tous ces salariés peuvent bénéficier du dispositif d'activité partielle. Seulement, la demande de remboursement se fera pas sur le même, enfin, au même endroit. Pour tout ce qui est salarié, on va le faire sur la plateforme ASP. Pour tout ce qui est assistante maternelle, salarié à domicile, là, ce sera soit sur le dispositif du CESU pour les salariés à domicile, soit pour les assistantes maternelles directement sur le site de Page Emploi, là où vous déclarez votre assistante maternelle. Au niveau de l'amélioration de la prise en charge par l'État, l'employeur, en fait, lui va percevoir de l'État 70%. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur sur mon slide, va percevoir de l'État 70% de la rémunération brute antérieure de son salarié. Ensuite, on va avoir un palier minimum qui est le SMIC. C'est-à-dire que l'employeur va percevoir minimum le SMIC de son salarié, mais ensuite, il va y avoir un plafond, on va être sur 4,5 SMIC. Derrière, lui, l'employeur va devoir rembourser à son salarié 70% de la rémunération brute antérieure, mais on n'aura pas de plafond. C'est-à-dire que si son salarié gagne 5 SMIC, par exemple, il va devoir lui rembourser, le payer, lui donner une indemnité complémentaire de 70% de sa rémunération antérieure brute. Par contre, lui se fera rembourser que 70% de sa rémunération brute antérieure sur la base du plafond, enfin limité au plafond de 4,5 SMIC. Donc sur cette rémunération brute antérieure, cette assiette, en fait, on se pose souvent la question de comment elle est calculée. Elle est calculée sur la base des congés payés, en fait, pour vos salariés. Donc là, il y a une circulaire de 2013 qui tourne, je peux vous l'envoyer si vous le souhaitez. Donc dedans, on inclut par exemple pour tout ce qui est commerciaux, on va inclure les commissions, etc. Par contre, tout ce qui est primes exceptionnelles, qui ne rentrent pas qui ne sont pas une contrepartie du travail, seront exclus de l'assiette de la rémunération brute. Du coup, pour la réduction du délai de traitement des dossiers, donc en fait, tout ce qui est pour faire sa demande, on va sur le site de l'ASP, on crée son identifiant, etc. Donc tout ce qui est plateforme, c'est géré au niveau national. Donc il y a eu énormément de bugs, ça a été vraiment compliqué, etc. Donc au niveau national, en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont embauché en fait justement pour que ça aille plus vite dans ce délai de traitement et que ce soit plus facile. D'ailleurs, vous pouvez faire la demande et en fait, vous avez jusqu'au 30 avril pour faire votre demande qui commence le 12 mars. Audrey, par contre, sur cette slide, il y a une erreur. Je te renverrai la bonne slide parce que j'ai vu que tu envoyais des messages. Sur cette slide, il y a une petite erreur entre employeur et salarié, en fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc il ne faut pas communiquer sur cette slide. Du coup,
Après, donc sur tout ce qui est donc la plateforme, elle est gérée au niveau national. Donc eux, ils ont embauché pour faire face parce qu'il y avait plein de soucis au niveau de la plateforme. La DIECT locale, elle va gérer la demande d'indemnisation parce que ça se passe en 3 temps. 1, j'ouvre mon compte. 2, je reçois mes identifiants, je fais ma demande d'autorisation partielle. 3, une fois que j'ai mon autorisation à ma déclaration d'activité partielle, là, je peux faire une demande d'indemnisation. Donc, c'est les 3 temps sur la plateforme. Ce qui est géré au niveau de la DIECT locale, c'est tout ce qui est demande d'autorisation partielle et demande d'indemnisation. Tout le reste, c'est géré au niveau national et la DIECT locale n'a pas la main. Donc, si vous avez un souci pour vous connecter sur la plateforme, la DIECT locale ne sera pas compétente. Si vous avez un souci pour tout ce qui est demande d'autorisation partielle, pour tout ce qui est avenant, pour tout ce qui est demande d'indemnisation, la DIECT locale sera compétente. Ensuite, je parle du fait qu'il y a une meilleure articulation avec les périodes de formation. Pourquoi? Parce que oui et non en fait. Avant, ce qui se passait, c'est que donc on avait en fait l'activité partielle, on avait un remboursement de l'État qui était sur la base du SMIC, donc on était sur 8,03. Et ensuite, tout ce qui était période de formation, le salarié était payé à 100%. Donc, c'était très intéressant pour le salarié, pour l'employeur également. Là, aujourd'hui, le salarié, même s'il est en formation, même si vous souhaitez mettre vos salariés en formation, il a une indemnité qui sera la même que s'il n'est pas en formation et s'il est seulement en activité partielle. Mais derrière, vous avez la possibilité de le mettre quand même en formation. Et aujourd'hui, on a le dispositif du FNE qui est remboursé à 100% par la DIECT et c'est automatique pour tous les dossiers inférieurs à 1 500 €. C'est-à-dire que si vous avez un salarié qui est placé en activité partielle, plutôt qu'il soit chez lui, etc., vous pouvez en profiter pour trouver une formation qui est éligible au FNE. Donc, c'est une formation en général FOAD, donc ça veut dire qu'il peut être suivi à distance. Donc, il faut que l'organisme de formation soit éligible. Et à ce moment-là, il peut bénéficier d'une formation qui sera automatiquement prise en charge pour tout, si cette formation est inférieure à 1 500 €. Si elle est supérieure à 1 500 €, si par exemple vous en profitez pour lui faire une formation à 3 000 €, parce que c'est une formation d'une semaine ou de 2 semaines ou que sais-je, à ce moment-là, ce sera quand même éligible. Toutefois, il faudra avoir un avis certifié de la DIECT. Donc, ça prendra un peu plus de temps de traitement. Donc, ça, c'est pour toute cette Audrey, partie. je fais Oui. juste une petite parenthèse. François Aquin, lors de la commission formation, nous disait que la DIECT à La Réunion a trop de demandes, donc toutes les demandes de FNE seront validées directement par les OPCO et non par la DIECT. Oui et non. Parce que, D'accord, par ok. exemple, moi, j'ai dans mon cas, en fait, donc on a recruté donc Daniel Klein sur la partie mission sociale emploi, donc qui va mener en fait toutes les actions de mon pôle. Sauf que, sauf que là, elle est en activité partielle parce qu'on n'a pas d'action à mener et elle ne peut pas être sur la partie conseil. Donc, du coup, on a choisi une formation qui est assez importante et qui a un coût conséquent. Du coup, j'ai fait ma demande à Acto. Acto m'a répondu qu'il transférait directement la demande à la DIECT pour que la DIECT se positionne. Donc, finalement, on reste sur le même système. Là, actuellement, moi, c'est les informations que j'ai de ce jour parce que j'ai envoyé ma demande vendredi et j'ai eu un retour hier, j'ai renvoyé aujourd'hui et c'est la DIECT et Acto ensemble qui traitent la demande. Oui, l'info était plus ancienne. Donc tu envoies en fait, t'envoies ta demande à ce que tu peux dire à tes interlocuteurs, etc. C'est qu'ils envoient leur demande à Acto et Acto se charge directement de faire la navette avec la DIECT. C'est ça qui se passe. Donc voilà. Après, donc les démarches pour l'activité partielle, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on crée le site, on met ses heures, ensuite vous faites vos bulletins de salaire. Sur vos bulletins de salaire, vous déduisez votre activité partielle, vous remettez l'indemnité d'activité partielle. Ça, en général, c'est l'expert comptable qui le fait. Ou bien le prestataire de gestion de la paye que vous avez. Ensuite, vous faites la demande de remboursement sur le site ASP une fois que vous avez vos codes, tout ça. Vous mettez le nombre d'heures, pas de souci particulier. En cas de contrôle, vous donnez vos bulletins de salaire.
combien de temps ça prend en général pour avoir un retour des indemnités? On est sur une période théorique de 12 jours. Mais bon, pareil, aujourd'hui, situation de crise, ça peut être un peu plus long, selon les cas. Donc, je vous ai mis une petite slide sur la répartition du chômage partiel en France, mais ceci dit, ça, je vous le renverrai en fait. Je vous enverrai tout mon support. Donc, ça, c'est vraiment, si vous êtes curieux, que vous voulez savoir un peu là où il y a le plus d'activités partielles. Finalement, bah, là où c'est le bassin de l'Île-de-France, là où il y a le plus d'activités partielles, on remarque quand même qu'on est sur, au niveau du commerce, et HCR, hôtel, café, restaurant, il y a quand même beaucoup d'activités, il y a quand même beaucoup d'activités partielles également qui est demandé, et le bâtiment bien sûr. Voilà, après tout ce qui est activité de bureau, là, je pense que c'est des activités où les gens ont de la chance parce qu'ils peuvent continuer à travailler en activité partielle. Enfin, en télétravail, pardon. Ok, sur l'éligibilité du FNE, je vous ai remis une slide. Pour la demande pour le FNE, c'est très simple et en plus, tout est dématérialisé. Donc, vraiment, c'est à utiliser, hein. Enfin, moi, je vous invite à l'utiliser. Voilà. Alors, sur les arrêts de travail dérogatoires. Donc, très important, les travailleurs indépendants sont éligibles. Donc, si vous êtes travailleur indépendant, je pense que c'est le cas pour tout le monde ici, et que vous devez vous arrêter pour garde d'enfant d'un enfant de moins de 16 ans, ou que vous avez été en contact avec une personne qui avait le coronavirus, ou que vous êtes une personne fragile, vous pouvez vous arrêter et bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez un maintien de votre rémunération à 50%. Donc ça, c'est le premier dispositif finalement qui existe pour les travailleurs indépendants, que peuvent solliciter les travailleurs indépendants. Donc pour les arrêts de travail dérogatoires, on a la suppression du délai de carence. Vous savez, normalement, en fait, l'assurance maladie indemnise à partir de 4 jours. Là, on a la suppression totale du délai de carence, donc c'est à partir du premier jour. Pareil pour l'indemnité complémentaire, ça j'en parlerai un peu après, mais normalement, selon les conventions collectives, en tout cas sur le légal, on est sur 7 jours. Selon les conventions collectives, on peut être à moins, mais il y a une suppression totale du délai de carence. Donc le salarié est indemnisé à partir du premier jour. Pareil pour le travailleur indépendant, il y a une indemnisation qui se fait à partir du premier jour. Donc là, pareil, avec ces arrêts dérogatoires, on a une ouverture du bénéfice des IGSS à tous les salariés, suppression des exclusions légales, genre par exemple, si mon salarié, il a moins d'un an d'ancienneté, il ne peut pas bénéficier de tout ce qui est indemnité complémentaire, etc. Là, tout ça, c'est supprimé. Voilà, c'est ouvert à tout arrêt de travail. Donc, c'est-à-dire que même pour tous ceux qui déposent un arrêt de travail, même si ce n'est pas pour coronavirus, ils peuvent bénéficier de ce dispositif-là. Par contre, pour tous les salariés qui ont déposé un arrêt de travail avant le 12 mars, ils ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif, sauf pour leur prolongation ou leur renouvellement. Donc voilà, on est à un minima du salaire net de 90%. Donc en fait, on est sur 90%, donc c'est-à-dire que le salarié perçoit des IJSS, donc de la CGSS, il perçoit lui 50% de sa rémunération, et ensuite il perçoit de son employeur 40% de sa rémunération. Donc en tout, on atteint 90%. Là où en activité partielle, c'est quand même moins intéressant pour l'employeur, les IJSS, enfin un arrêt de travail, puisque il va devoir maintenir la rémunération du salarié à 84% de son net, mais en contrepartie, il va percevoir une indemnité de l'État. Donc c'est quand même un dispositif un peu moins intéressant pour l'employeur. Voilà, sont exclus du versement. Ouais. Donc, indemnité complémentaire de l'employeur, donc ça je vous l'ai dit, une suppression de la condition d'ancienneté, on est à une suppression de la condition de justification de l'arrêt de travail sous 48 heures. Effectivement, bah, le salarié étant incapable de vous remettre son arrêt de travail,
Et surtout, même, le pire, c'est que pour tout ce qui est arrêt pour garde d'enfant, en général, le salarié, il vous dit juste, moi, je dois garder mon enfant. Et vous devez quand même faire son arrêt de travail. Après, libre à vous de quand même, et moi, je vous le conseille plutôt de demander à votre salarié effectivement de vous remettre un document comme quoi pas son école, parce que toutes les écoles sont fermées, mais sa micro-crèche par exemple va être fermée, etc. Effectivement, vous pouvez toujours avoir un justificatif. Dans tout état de cause, toutes les écoles sont fermées, toutes les structures d'accueil sont fermées. C'est une loi qui est nationale. Il n'y a pas de choses particulières en plus à demander aux salariés. Voilà. Donc, on a un versement des indemnités complémentaires, quelle que soit la date de début d'arrêt de travail, exclusion des durées d'indemnisation des arrêts au cours de la période de l'état d'urgence sanitaire. Okay. Donc, effectivement, là, on a eu une annonce officielle, comme quoi, et puis d'ailleurs, c'est sorti dans l'ordonnance de la semaine dernière, ou c'était un décret, je ne me souviens plus, comme quoi, effectivement, on avait un basculement de tous les salariés qui étaient en arrêt de travail en activité partielle. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour que l'employeur puisse souffler, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un dispositif qui coûte cher à l'employeur. Hein. Deux, pour que le salarié ne se trouve pas dans une situation où on réduit ses IGSS, parce qu'à partir d'un mois, il touche plus que 66% de sa rémunération et plus 90% de sa rémunération. Donc, ça aurait fait une baisse significative de sa rémunération et de ses indemnités. Ça aurait été pas vraiment possible. Donc là, on a un basculement automatique vers l'activité partielle, ce qui permet à l'employeur de bénéficier de cette indemnité et ensuite aux salariés d'être mieux rémunérés, mieux indemnisés. Ce basculement n'est pas automatique. Il faut que le dirigeant, enfin l'employeur fasse la démarche en ligne, c'est-à-dire qu'il fasse une demande d'ouverture de compte. Donc là, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire si vous êtes dans ce cas-là. Et il faut que vous placiez ce salarié-là en activité partielle. Donc pareil, il faut lui envoyer un courrier comme quoi il est en activité partielle, enfin, ou par mail, mais en tout cas, il faut lui dire qu'il est en activité partielle, etc. Mais quid, en fait, donc là, c'est à partir du 1er mai, on se pose la question des TNS, puisqu'on se dit, eux, ils ne peuvent pas bénéficier les travailleurs indépendants ne peuvent pas bénéficier de l'activité partielle. Finalement, est-ce qu'ils peuvent continuer à bénéficier de l'arrêt dérogatoire? Effectivement, ils vont pouvoir continuer à bénéficier de l'indemnisation dérogatoire. Mais ils vont devoir, ce que nous dit le texte, c'est qu'ils vont devoir renouveler les démarches déclaratives. Donc, pour tous ceux qui ont fait cette demande-là et qui sont en arrêt de travail actuellement, vous allez devoir faire une nouvelle démarche déclarative. Peut-être qu'on peut faire les questions sur activité partielle et arrêt de travail dérogatoire, et puis ensuite on passe aux aides pour les travailleurs indépendants, si ça vous dit. Parce que c'est peut-être déjà assez... Je vous invite à ouvrir vos micros, du coup. Ouais, poser des questions. Il y a une question juste dans le flux sur la formation. Je te laisserai regarder, peut-être, d'Alexandre. Existe-t-il des prises en charge pour la dirigeant? C'était ça la question. Oui, c'est l'AGFIS. Stéphane. Alors, attends, parce que là, moi, j'arrive pas à... Attends, je me mets là. Le chat, Audrey, il faut que tu appuies sur le petit Ouais, triangle du je chat. regarde, mais moi, tu sais, là, vous voyez, en fait, j'arrive pas à... Ouais, je vais te lire la question. Existe-t-il des prises en charge pour la formation du dirigeant? Alors oui, effectivement. Ah, voilà. Oui, effectivement, donc c'est l'AGFIS. Pour pouvoir bénéficier de l'AGFIS, en fait, il faut donc que vous cotisiez à la FAF. Donc il faut que vous regardiez vous allez sur le site URSSAF, vous allez télécharger votre CPF, compte personnel formation, et vous allez pouvoir voir votre document CPF, vous allez pouvoir voir si vous êtes éligible, si vous cotisez à la FAF. À ce moment-là, vous pouvez bénéficier d'une formation AGFIS. Donc, c'est 1 450 €. Alors, attendez, je vais regarder les... je vais regarder parce que j'ai plus les montants en tête.
Je vous laisse préparer vos prochaines questions pour les autres. Et alors, Si pour vous info, voulez. tous les 3 ans, si la personne est éligible à AG6, elle a droit à avoir une formation qui s'appelle la mallette du dirigeant, qui est Tout à fait. formation hyper complète. Mais c'est tous les 3 ans parce qu'elle est beaucoup plus chère, enfin, elle dépasse les plafonds autorisés. Ouais, elle est à 7 000 € et en fait, la mallette du dirigeant, si vous voulez, si vous avez un expert comptable qui intervient, des avocats, etc., c'est hyper complet, ça fait tout le tour sur la compta. Vous avez même la formation à l'intérieur pour monter votre site internet. Et pour la communication, genre comment je fais pour les réseaux, etc., c'est hyper intéressant. Du coup, là, j'ai trouvé les montants. Donc, vous pouvez prétendre à une prise en charge allant de 2 450 € pour la formation qualifiante ou de langue et 1 400 € pour une formation non qualifiante. Et après, vous avez un forfait de déplacement de 10 € par heure de formation. Allô? Ouais. Vous m'entendez? T'entends bien. Ouais. Oui, très bien. J'ai un Alexandre, dossier qui a été géré par Ismeri. J'ai eu la notification de prise en charge depuis décembre 2019. Tu pourrais voir mon dossier ultérieurement, s'il te plaît. Oui, il n'y a aucun problème. Ok, même démarche. Alors, attendez, je lis du coup au fil. Existe-t-il des prises en charge pour la formation? Oui, ok, même démarche que pour les salariés? Non. Avec plaisir. Peut-on compléter la rémunération partielle du salarié dans le cas activité partielle? Tout à fait. Tout à fait. Et même l'État vous invite à compléter cette rémunération partielle. Le complément en fait que va faire l'employeur pour maintenir la rémunération du salarié à 100% sera en fait va avoir le même régime social. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer de cotisation dessus, sauf la CSG, CRDS. Toutefois, si ça dépasse 4,5 SMIC, vous allez payer des cotisations. Voilà. Par rapport à ce que tu dis, Audrey, sur ce complément d'activité partielle, il y a un texte de loi, il y a quelque chose qui est notifié quelque part là-dessus? Faudrait que je retrouve parmi tous mes trucs, mais sur Après, le c'est au bon vouloir complément, aussi du chef c'est la d'entreprise. semaine dernière qu'on a eu le. Alors sur le complément, en fait, vous trouverez rien, il n'y aura pas de texte de loi. Par contre, il y a eu quelque chose qui est sorti sur le régime social du complément employeur en activité partielle. Mhm. Mais De toute alors façon, attendez, après, je me le note. c'est les comptables qui gèrent cette partie-là hors cotisation, en fait. Oui, c'est ça. En fait, lorsque vous allez dire à votre expert comptable, enfin normalement, après, je ne sais pas, mais normalement, lorsque vous dites à votre expert comptable, moi, je maintiens la rémunération à 100%, lui, en fait, il va calculer votre bulletin, il va calculer le bulletin avec indemnité, il va regarder combien ça fait, ensuite, il va recalculer le bulletin en maintenant à 100%. Et donc, du coup, ça va être cette partie-là, ça va être votre complément employeur. Et le complément employeur, s'il ne dépasse pas 4,5 SMIC, normalement, il sera exonéré de charges, sauf pour la partie CSG, CRDS. Donc, il va suivre le même régime. 2 lignes vont apparaître, si vous voulez, en bas du bulletin. Par contre, s'il dépasse 4,5 SMIC, il sera réintégré pour être soumis à toutes les charges. Okay. Après, sur ça, sur le régime social, je me le note. Je dois pouvoir vous trouver quelque chose. Ok, ça marche. Alors, comment faire lorsque l'on cotise au FIF-PL? Merci. Et c'est moi qui ai posé la question. Alors, moi, je sais parce que je l'ai fait souvent à titre perso et je l'ai fait pour des clients. Il faut aller sur le site internet du FIF-PL, donc tu as un compte. Oui. Il faut en préalable, tu fais une demande de formation, de convention. Alors, en fonction de ton code APE, tu as droit à certaines formations ou pas. Oui. Et tu fais ta demande directement en ligne, sachant que tu as droit à 900 € par an et que les frais annexes ne sont pas pris en charge. Mais après, Oui. on pourra s'appeler, je pourrai t'expliquer, mais c'est 900 € par an et pas de frais annexes avec un montant maximum de 300 € par jour.
tout se fait en ligne et ils sont très difficilement joignables. Il faut savoir qu'ils remboursent plusieurs mois après, 6 à 8 mois. Ouais. Moi, j'y ai renoncé. Hein. Moi, je l'ai fait chaque année, ça marche, mais il faut pas, voilà, faut être patient. Les acceptations de formation se font très rapidement quand on fait la demande en ligne. Par contre, le remboursement est très long. C'est très compliqué. Enfin, on en reparlera parce que ça me concerne, on va pas. Oui, mais je t'aiderai si tu veux, on fera. Oui, parce que du coup, vous êtes exclu du dispositif de la, comment on appelle ça? De la GFIS. Absolument. On m'a renvoyé dans les 22. Malheureusement. Ok. Du coup, sur ces deux parties-là, déjà, ça va ou vous souhaitez… Petite question, moi, concernant l'activité partielle, moi je suis en statut SASU et président de ma société, je présume qu'on n'y a pas droit. Non. D'accord. Non, parce que vous avez un mandat social. Oui, c'est ça. Ok. En fait, c'est en fait en fonction du mandat social. Si vous avez un mandat social, à ce moment-là, vous n'y avez pas le droit. Si. C'est bon pour ça? Ok, je passe à la suite. Attention, le pourcentage est différent si 39 heures. Oui, tout à fait. Enfin, non, si on est toujours sur 70%. Vous voulez préciser votre question? On vous entend pas, Thierry. Vous n'avez pas de son, Thierry. Est-ce que vous m'entendez là? Non, toujours pas. Oui. Oui, ça marche là, non? Non, ça marche pas? Oui, si, ça marche, on vous entend. Si. Normalement, la base des remboursements de 70%, c'est sur la base de 35 heures, pas sur la base Un de instant, 30. j'arrive. Alors, si ça a été modifié justement la semaine dernière, où on s'est vraiment posé la question de savoir si tous les contrats étaient concernés, parce que donc c'est l'ordonnance de mémoire 220-460 qui est passée le 24 avril. On est le 29. Donc, en fait, si vous voulez, c'est pour tout ce qui est HCR. Alors, soit si la convention collective prévoit, et tous ceux qui ont des heures structurelles, donc pas pour les heures supplémentaires ou les heures complémentaires non structurelles, mais que pour les heures supplémentaires et complémentaires structurelles. Donc, par exemple, tous ceux qui sont à 39 heures dans leur contrat, ou tous ceux qui sont à 42 heures, 37 heures et tout en heures structurelles. À ce moment-là, effectivement, le pourcentage reste le même. C'est-à-dire qu'avant la semaine dernière, était exclu du dispositif toutes ces heures-là, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'un salarié, sa rémunération, elle n'était pas maintenue à 70%. Elle était maintenue à… Non, quand je suis… Là, on t'entend ? Oui, voilà, c'est juste pour le réceptionnel public et on en voit beaucoup en ce moment. Désolée, redites-moi votre nom. GHIZZ. Audrey Bonato, normalement, tu peux couper le micro, non? Malheureusement. Sur les derniers. Non, c'est Audrey politique et administratrice. On en est à 1000, enfin on a fait 1064 clics là cette fois-ci. En fait, moi, j'attends qu'elle pose la question, je ne sais même pas peut-être informatiser un autre. Non. Il n'y aura pas de gros mots. C'est pour ça que on a la chance d'avoir un adhérent, C'est quoi le cirque là? On arrive à migrer. Essayons peut-être de continuer. Ouais. Donc du coup, sur le… Parce qu'en fait, c'est difficile de parler et d'entendre en même temps. En fait, sur tout ce qui est le dispositif au niveau des heures structurelles, etc. Donc avant cette ordonnance, donc c'était l'ordonnance de la semaine dernière, décret, je ne sais plus sur quoi c'est passé, si c'était un décret ou une ordonnance. En fait, on était sur c'était plafonné à 35 heures par semaine. Là, aujourd'hui, on est sur un plafonnement des heures structurelles. Donc, structurel, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit la convention collective nationale le prévoit, comme c'est le cas, par exemple, à HCR.
hôtel, café, restaurant, soit c'est prévu dans le contrat de travail. Soit il y avait les forfaits aussi, forfaits, prise en charge des forfaits. Voilà, parce que avant, en fait, on excluait tout ce qui était heures structurelles. Maintenant, c'est plus. Ok. Du coup, je continue ou vous avez d'autres questions sur ces parties-là? Ok. Donc, au niveau des aides des travailleurs indépendants, on a ce qu'on appelle le CPSTI. C'est en fait une aide exceptionnelle qui est plafonnée à 1 250 €. Je me libère. Audrey, on ne voit pas ton écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier votre facture de solution hydroalcoolique et je vais mettre dessus les 2 trucs de masque. Comme ça sera plus facile pour moi. La 104. On nous entend très très fort ton son. On n'est pas du tout fait pour éviter des factures et pour faire du commercial, mais je vais lui envoyer dans notre organisation personnelle, je pense que par un professionnel. Ouais. Alors, les masques ou les solutions? Les masques, on n'a pas eu facilement, pas du tout. Notre délégué général s'est battu bec et ongle pour pouvoir en avoir, et c'est elle qui a débloqué les avions surtout. Du coup, là, vous voyez mon écran? Oui. Ok. Donc, au niveau de l'aide CPSTI, on a une aide exceptionnelle qui est plafonnée à 1 250 € et qui est destinée à tous les travailleurs indépendants non éligibles au fonds de solidarité. Excusez-moi, je suis en conférence en même temps. Non, c'est que j'ai quelqu'un qui essaie de me joindre et qui est sur la visio, alors je lui demande de m'écrire parce que j'arrive pas à... Je laisse la personne lui dire d'enlever son son. Pas de l'appeler, je viens de l'écrire en même temps. Non, voilà, ça y est. Okay. Bon, mission accomplie, ça y est. Elle a coupé son son. Je te laisse la main, Audrey. Super, merci. Donc, en fait, la condition, c'est être affilié avant le 1er janvier 2020 et avoir effectué au moins un versement de cotisation. Donc, ça, en fait, c'est une aide qui a demandé votre... c'est sorte RSI, quoi. RCI. RSI. Être à jour de ses cotisations au 31/12/2019, donc pareil, c'est être à jour de ses cotisations à RSI, être concerné de manière significative par les mesures de fermeture et restriction d'activité, normalement oui. Donc comment le faire? En fait, le formulaire est à remplir sur le site de la Sécurité sociale des indépendants. Donc vous allez sur le site et puis là, je vous ai mis le lien directement, vous pouvez cliquer dessus lorsque je vous aurai envoyé le truc, enfin le diaporama. Oui, dis-moi. Je voudrais intervenir là-dessus parce que moi, je l'ai fait, cette demande-là. Il y a tout à fait au début, lorsque le MEDEF a signalé cette aide. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'a aucun courrier ni aucun accusé de dépôt de la demande. Donc, à la limite, ça peut passer soit en spam ou en courrier indésirable. Le risque est là. Et tu n'as rien, tu n'as aucune information. S'ils ont bien reçu, il n'y a pas un numéro de suivi de dossier, il n'y a rien. Je pense qu'il faudrait peut-être leur signaler, enfin je ne sais pas si vous pouvez le faire, mais franchement, tu ne sais pas en fait si ça va être traité ou pas. C'est dans le cloud quelque part. Et puis voilà, donc ça, je pense que c'est assez, il faut le signaler parce qu'il n'y a pas de retour. Comme sur les autres plateformes où tu fais tes demandes, tu as toujours un code de suivi, ou un dossier ou un référent. Là, c'est voilà. Après, je ne sais pas si tu as eu des retours sur ce sujet-là. Moi, je sais que je l'ai fait assez rapidement et à ce jour, on ne sait pas. Non, bah à ce moment-là, il faut me faire remonter le retour par mail si c'est possible pour vous. Comme ça, moi, en fait, je fais un benchmark, c'est-à-dire que je centralise tous ces retours-là et je peux appuyer ma demande en disant, voilà,
on a des dirigeants qui ont fait la demande à telle date. Depuis telle date, ils n'ont rien, que ce soit ni un accusé de réception, ni un justificatif, ni un document de suivi de leur demande. Qu'est-ce qui se passe, ni un mail, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus de manière à ce que ce soit géré plus facilement. Là, là, en fait, si vous voulez, avant, on avait un mail, etc., à qui on pouvait envoyer les demandes. Maintenant, tout est géré sur le site directement, donc c'est un peu plus compliqué. Mais là, normalement, ils étudient la demande et ensuite, ils vous envoient un courriel. Alors, voilà, effectivement, si vous n'avez pas de retour, moi, n'hésitez pas à revenir vers moi. Après, j'ai une question concernant l'éligibilité. Non, effectivement, c'est pas cumulable. Pardon? Ce ne sera pas cumulable sur l'éligibilité. Enfin, ça dépend, vous parlez de quelle aide? Fonds social national? CPSTI. Oui, non, mais là, j'ai une demande d'Alexandre Richer. Ah, d'accord. Après, comme on a bénéficié du FSN, j'ai compris que ce ne serait pas éligible. Voilà, en fait, j'ai fait comme a dit, j'ai fait la demande de l'aide pour les indépendants lorsqu'on a reçu le message MEDEF. Et après le truc coup, des donc, 70%. la société. Ah, pour la Pardon? société, vous avez perçu l'aide pour la société. Tout à fait. Vous avez eu une baisse significative de votre chiffre d'affaires supérieure à 70%. Ouais. On a été obligé de fermer complètement. Ouais. Du coup, ce ne sera pas cumulable. Parce voilà. que c'est cumulable, par contre, avec l'autre aide pour les CPSTI, pour les artisans et les… Enfin, je vais vous la montrer après. Par contre, ce n'est pas cumulable avec l'aide que vous a présentée la dernière fois, Alexandre. Audrey, quand par exemple pour le FSN, pardon, je rebondis sur ce que dit Alexandre, je crois. Quand par exemple, moi, j'ai encore aucune nouvelle du FSN. Bon, j'ai la demande de dépôt comme tout le monde, le récépissé de dépôt. Donc aujourd'hui, j'ai pas reçu cette aide-là. Est-ce que ça veut dire que c'est refusé ou il y a un refus, il y a un mail qui arrive en disant que c'est refusé ou c'est que si tu n'as pas d'information, ça veut dire que c'est zéro? Alors, laquelle aide? Le FSN. Alors, le FSN, ça, je ne sais pas, il faudrait voir avec Alexandre. D'accord. L'aide concernant l'entreprise. Sur le volet 1, j'ai pas de réponse. Parce que concernant les aides sur l'entreprise, là, c'est Alexandre. Moi, je vous parle des aides à disposition des dirigeants. Donc, c'est-à-dire plus pour la personne morale, mais pour la personne physique. D'accord. OK. Au niveau mais par contre, effectivement, si vous avez bénéficié de certaines aides pour l'entreprise, il y a certaines aides pour le dirigeant que vous n'allez plus pouvoir avoir. C'est ce que demandait tout à l'heure Alexandre Richer. OK. Du coup, vous avez d'autres questions prévues pour démarrer. Moi, j'ai une question, André. Donc, c'est marqué être à jour de ses cotisations. Ça veut dire que si on a des dettes sociales et fiscales, on n'y a pas droit non plus. Non, de ses cotisations RSI. Ah, RSI, d'accord. Ouais. Là, c'est une aide RSI. Hein. Ok, d'accord. Enfin, en fait, c'est une aide travailleur indépendant, Sécu des indépendants. En fait, c'est ce qui remplace le RSI. Ok, ça marche. Merci. Voilà. Sachant que de toute façon, pour toutes ces aides-là, en fait, il y a une différence entre le fait de ne pas être à jour et d'avoir demandé un échelonnement de paiement. C'est-à-dire que vous n'étiez pas à jour, du coup, vous avez fait la démarche ou la Sécu des indépendants est revenu vers vous et vous a aidé à mettre en place un échelonnement. Là, vous n'êtes pas à jour, mais vous avez un plan d'échelonnement, donc vous êtes considéré comme étant à jour. Par contre, si vous n'avez pas payé depuis maintes et maintes fois, là, vous êtes plus à jour, effectivement. Après, j'ai une question aussi sur l'affiliation, la date d'affiliation. Je crois que c'était vous, Monsieur Prangère. Alors, effectivement, il faut c'est être affilié avant le 01/01/2020, donc avant le 1er janvier. Si vous avez ouvert en février, vous pouvez toujours faire une demande, mais normalement, vous ne faites pas partie des conditions d'admission. Donc, peut-être qu'au cas par cas, et encore, ça m'étonnerait, mais de base, vous ne faites pas partie, vous ne pouvez pas. En fait, c'était pour des amis à moi qui se sont installés en tant que kiné. En fait, ils sont installés le 22 janvier.
Je pense notamment pour le FSN, puisque la date n'est pas la même. C'est pas au 1er janvier, c'est au 1er février. Malheureusement, alors Sirène, lui, du fait des délais d'enregistrement, n'a été enregistré que le 7 février. Du coup, pour tous les gens qui sont, j'allais dire, qui ont créé leur structure récemment, je pense notamment à Tiffen, qui l'a ouvert il y a très peu de temps. Du coup, il n'existe absolument rien. Alors. Vous avez démarré au mauvais moment, tant pis pour vous. C'est juste la seule réponse. Malheureusement, oui. Mais c'est surtout que moi j'étais en entreprise individuelle avant, mais du coup, voilà, j'ai eu le mauvais timing. Ouais. C'est. Après, faut regarder pour le FSN, parce que peut-être pour le FSN, ça marche quand même. En fait, pour toutes ces aides-là, moi, je vous invite quand même à limite à faire votre demande et puis à justifier quand même, parce que vous ne faites pas partie des conditions d'éligibilité. Toutefois, peut-être que sur un malentendu, ça peut passer. Parce qu'on est en fait, si vous voulez, il n'y a pas d'antécédent. On est dans le cadre d'une crise sanitaire. Donc, c'est vraiment, souvent, c'est fait massivement. Après, des fois, c'est fait au cas par cas. Mais les décisions, là, elles sont massives. On les fait grouper. Les traitements sont groupés. Il y a peu de choses qui est faites. Donc, si vous faites votre demande en tant que particulier en disant « oui, moi, j'ai ce problème-là, etc. », peut-être que sur certains dispositifs, vous pourrez avoir affaire à une personne bienveillante qui acceptera. En tout état de cause, normalement, vous n'y avez pas droit. Il est moins de 2h moins 2. Je ne sais pas si tu as fini, Audrey. Si tu avais d'autres slides, peut-être que tu avançais. Voilà. Peut-être qu'on te laisse avancer pour. Du coup, donc il y a une autre aide qui est aussi plafonnée à 1250 €, qui là est réservée aux artisans et aux commerçants et à leurs conjoints collaborateurs. D'où le fait de déclarer son conjoint, ça peut être intéressant parfois. Donc là, l'idée, c'est versé automatiquement. Si vous y avez le droit, vous l'aurez. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'aurez pas. Donc là, il n'y a pas de démarche particulière à faire. Donc là, pareil, il faut être immatriculé depuis le 1er janvier 2019. Donc là, on est sur 2019 et pas 2020. Et en activité au 15/03/2020, donc au 15 mars. Ok, sur le report des charges, donc là j'ai rappelé les modalités et conditions du report prévu par l'État. Donc il faut être une entreprise qui connaît des difficultés en raison de la crise sanitaire actuelle. Et donc là, vous avez la possibilité de reporter 3 mois de tout ou partie les cotisations patronales et salariales sans pénalité ni majoration de retard. Donc en fait, sur la DSN, vous allez faire une modulation des charges. Pour mars, il n'y a pas eu de problème particulier. Ça nous a été communiqué pour avril. Là, par contre, on n'a pas encore la communication pour la DSN de mai. Donc, dès qu'on aura la communication, on va le faire passer dans nos flashs au niveau du MEDEF. Donc, par exemple, pour la CRR, on ne sait pas encore leur position, si pour la modulation, comment ça va se passer, si c'est sur les mêmes, si c'est de la même manière que ça va se faire comme ça s'est fait en mars ou pas. Après, pour le moment, il n'y a eu aucune annonce d'annulation des charges sociales et patronales. En tout état de cause, et normalement, si les salariés sont en activité partielle de manière intégrale et qu'ils bénéficient que de la CSG, CRDS, normalement, on va dire que vous allez payer que la CSG, CRDS sur la DSN. Donc, vous aurez des cotisations sociales et patronales qui seront très faibles. Après, pour les travailleurs indépendants, le RSI a annoncé que ce serait automatiquement reporté. Donc, si vous ne voulez pas que ce soit reporté, il faut faire votre demande au RSI.
Voilà.